Conférence conjointe entre le PPACI et le PDCI-RDA. Vous aurez dans cette conférence des questions qui fusent au ridicule. Vous avez l'impression qu'il y a des journalistes qu'on a envoyés pour sonder les deux partis politiques. Question de savoir si ces partis politiques-là vont boycotter les élections. C'est-à-dire s'ils vont décider de ne plus participer aux élections ou alors s'ils vont manifester de par la sortie d'une population dans les rues de Côte d'Ivoire. Eh bien, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que M. Ouattara au pouvoir ne fait pas la politique. Ouattara ne connaît pas faire la politique. Ce qu'il sait faire, c'est de tuer, c'est de détruire, c'est de massacrer pour gouverner. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui gouverne de force. À côté de ça, il a des fins politiciens. Ce sont des hommes qui connaissent faire la politique. Vous savez, des fois quand vous jouez au football avec quelqu'un comme Lionel Messi, il va vous induire en erreur. Oui, des fois même qu'il est en déséquilibre, vous allez quand même faire l'erreur, il va tomber. Et pourtant, il était déjà presque tombé. Et votre erreur, là, vous allez commettre ça et il aura la faute sur vous. C'est ça l'avantage d'avoir quelqu'un comme le président Gbagbo et le président Bédié. Vous pensez que pourquoi le président Laurent Gbagbo n'a pas été condamné à la CPI? C'est justement parce qu'il est fait un politicien. Et que tous les actes qu'il a posés étaient des actes légaux. C'est-à-dire, les actes légaux qu'il a posés ont démontré à la CPI qu'il ne pouvait pas se faire condamner. Parce que tout ce qu'il a eu à donner comme ordre de mission, c'est ce qu'un président de la République doit faire. Et donc, le président de la République, Laurent Gbagbo, ne pouvait pas être condamné. Parce que la CPI, en étudiant toutes les accusations, tout ce que l'accusation a voulu impliquer au président Laurent Gbagbo, la CPI a estimé que non, le président n'a fait que défendre son pays. Et en tant que le premier chef, l'homme, le premier homme de la République, il avait l'obligation de défendre le territoire et les personnes et les biens qui vont avec. Et donc, il ne pouvait pas être condamné. Mais qui est capable de maîtriser tout ça là s'il ne connaît pas faire la politique? Aujourd'hui, par contre, vous pensez que si Alassane Ouattara tombe, lui ne sera pas condamné par la CPI, il sera condamné. Parce que M. Ouattara fait pire. Ce que M. Ouattara est en train de faire n'a rien à voir avec la politique. Il fait au-delà de ce que son devoir et son rôle de président lui donnent. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, sur son mandat, il décide de faire un troisième mandat. Le troisième mandat est anticonstitutionnel, dont il n'a pas ce droit. Voilà sa première faute. Parce qu'à supposer même que les deux autres mandats, la communauté internationale lui a reconnu comme vainqueur. Qu'est-ce qu'il en est du troisième mandat? Qu'est-ce qu'il en sera du quatrième qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il en est de l'exclusion du président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qu'il en est des centenaires qu'on trouve dans les listes électorales? Qu'est-ce qu'il en est des mineurs? Qu'est-ce qu'il en est des morts? Qu'est-ce qu'il en est des étrangers contre la liste électorale? Là, tu m'as donné encore plus d'avis ici. Je vous laisse donc écouter nos leaders du PDC-RDA et du PPACI. Écoutez-les. Sans autre forme de procès, je voudrais ouvrir cette séance et donner la parole aux conférenciers. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs de la presse nationale et internationale, je vous souhaite également cordiale bienvenue dans la maison du PDCI où, ensemble, comme une grande famille, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, sont heureux de vous accueillir pour partager avec vous notre perspective sur le sujet principal de l'actualité, à savoir le contentieux de la liste électorale. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez tous, dans un récent communiqué conjoint en date du 30 mai 2023, Son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, et Son Excellence Laurent Gbagbo, président du PPACI, ont invité les militantes et militants, les sympathisants du PDCI-RDA et du PPACI, ainsi que l'ensemble de la population ivoirienne
à se mobiliser pour vérifier sur les lieux d'affichage leur inscription effective sur la liste électorale provisoire. Et les deux présidents ont estimé qu'afin de garantir le succès de cette opération cruciale dans le processus électoral, ils ont donné instruction à leurs structures respectives de suivi des élections, tant au niveau central qu'au niveau local, travailler en étroite collaboration dans le cadre de ces opérations. Ainsi donc, suite aux instructions données par les deux présidents, son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, et son Excellence Laurent Gbagbo, président du PPACI, un comité technique paritaire a été mis sur pied à l'effet d'analyser les données de la liste électorale provisoire 2020-2023 et d'en relever, le cas échéant, les irrégularités qui pourraient être constatées. Le travail de ce comité technique paritaire a commencé depuis la remise de la liste électorale provisoire aux partis politiques par la Commission électorale indépendante. Et nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous livrer quelques résultats préliminaires. À ce stade, après donc une analyse rapide sur quelques données, nous avons déjà décelé de nombreuses anomalies. Et pour une bonne compréhension des situations concernées, nous avons établi une typologie non exhaustive des anomalies sur la liste électorale provisoire. Il s'agit notamment 1. La présence de personnes mineures sur la liste électorale provisoire. 2. La présence de personnes centenaires, c'est-à-dire des personnes qui ont 100 ans et plus. 3. Les personnes décédées. 4. Les personnes déchues de leurs droits civils et politiques. 5. Les personnes à filiation inconnue ou incomplète. 6. La croissance exponentielle des électeurs inscrits sur la liste électorale dans certaines zones du pays. 7. Les déplacements des lieux de vote d'une commune à une sous-préfecture et inversement. 8. La non-conformité de la liste électorale provisoire remise aux partis politiques. Donc, cette non-conformité en rapport avec les exigences du code électoral, notamment l'article 7 du code électoral. 9. La création de nouvelles communes sans information préalable du public. Et 10. La suppression de certains lieux de vote importants sans information préalable. Voici le listing et comme nous sommes dans une conférence de presse conjointe, en termes de discours, de déclaration préliminaire, ici, il convient que mon collègue, le ministre Kakina, également élabore là-dessus. Et à cet égard, il va donner certains détails, il va développer, élaborer sur chacun des points que je viens de lister. Donc, avec votre permission, je voudrais que mon collègue, monsieur le ministre, vous preniez le relais. Merci beaucoup, Excellence. Je voudrais dire d'emblée que les données que nous allons vous présenter ont été obtenues à la suite d'un travail de seulement de quelques jours, 2 ou 3 jours, et ne concernent que quelques 1 million d'électeurs sur les 8 millions qui sont inscrits. Et donc, c'est un travail préliminaire rapide, et les données que nous allons vous présenter sont donc le fruit de ce travail rapide et qui n'est pas réellement approfondi. Alors,
Au titre de la présence des personnes mineures, on relève de nombreux cas de mineurs inscrits sur la liste électorale provisoire en violation de l'article 3 du Code électoral. Au titre des personnes centenaires, on constate la présence de 4 813 personnes sur le million à peu de personnes que nous avons traitées, 4 813 personnes âgées entre 100 et 150 ans. De même, on dénombre 104 personnes dont l'âge varie entre 150 et 200 ans. Par exemple, nous avons Traoré Panché, qui est né le 19 décembre 1900, fille de Traoré Dopré, elle-même née le 1er janvier 1900, c'est-à-dire l'enfant et la maman sont nés, non, même l'enfant est né, voilà. Donc, voilà. Nous avons Adagba Epi Delphine, qui est née le 18 décembre 1872, fille de Ochu Adagba, née le 1er janvier 1900. Je peux vous informer que la Côte d'Ivoire est née le 13 mars 1893. Mais elle est née avant la Côte d'Ivoire. Notre électeur est né avant la Côte d'Ivoire. Salimata Bamba, née le 1er janvier 1870, fille de Gwassé Bamba, née le 1er janvier 1900. En ce qui concerne les personnes décédées, en dépit du nombre de personnes décédées que la CEI dit avoir dénombré et extrait de la liste, force est de constater qu'il existe encore de nombreuses personnes décédées sur la liste électorale provisoire qui nous a été remise. S'agissant des personnes déchues de leurs droits civils et politiques, nous confirmons les propos pertinents tenus récemment par M. Abiba Touré sur cette question en déplorant le caractère arbitraire de la façon dont la CEI gère ses données, ses dossiers. Notamment, on connaît le cas de l'exclusion illégale de son excellence le président Laurent Gbagbo. En ce qui concerne les personnes à filiation inconnue ou incomplète, celles-ci sont au nombre de 54 601 sur la liste électorale de 2023 sur la proportion de la population électorale que nous avons traitée. À titre d'exemple, à Bloloquin commune, dans le seul lieu de vote, EPP Blédi Dieya, on dénombre 232 personnes de pères et de mères inconnus. Ce n'est pas de pères ou de mères inconnus, les deux sont inconnus. Au titre de la croissance exponentielle des inscrits sur la liste électorale, dans certains lieux de vote, on constate ce qui suit, à titre illustratif. Dans la région du Folon, dans le département de Kagnasso, au nord, plus précisément dans la commune de Goulia, la population électorale est passée de 3220 inscrits en 2020 à 8242 inscrits en 2023, soit une croissance de 156% en moins de 2 ans. La commune de Kagnasso même, la population électorale est passée de 2745 inscrits en 2020 à 6842 en 2023, soit une augmentation de 149%. Dans la région du Bafin, dans le département de Koro, plus précisément dans la commune de Koro, la population électorale est passée de 4500 inscrits en 2020 à 8427 inscrits en 2023, soit une augmentation de 84%. Dans la région du Cavalier, dans le département de Taï, plus précisément dans la commune de Taï, la population électorale
est passé de 5 083 inscrits en 2020 à 8 203 inscrits en 2023, soit une augmentation de 61,4%. Dans la région de l'Agnébi-Tiassa, dans le département d'Agoville, plus précisément dans la commune de Rubino, la population électorale est passée de 7 349 inscrits en 2020 à 10 977 en 2023, soit une augmentation de 49%. Au niveau des régions, on note, dans la région de Folon, toujours au nord, la population électorale a augmenté de 21%. Dans la région du Bafing, toujours au nord, la population électorale a augmenté de 19%. Dans la région du Kabadougou, toujours au nord, la population électorale a augmenté de 19%. Pendant ce temps, dans les autres régions, notamment dans la région de Bélier, la population électorale n'a augmenté seulement que de 4%. Dans la région de Grand Pont, elle n'a augmenté que de 3,9%. Dans la région de Boclé, la population électorale a augmenté seulement de 3%. Et dans le district d'Abidjan, elle a augmenté seulement de 3%. Au regard de toutes ces données qui précèdent, nous constatons une disparité flagrante entre la croissance de la population électorale dans les régions du Nord comparée à celle des autres régions, notamment celles du Centre et du Sud. Quand nous savons que la densité de la population dans nos régions du Nord sont moindres que la densité des autres populations, on est en droit de s'interroger sur l'origine de cette croissance exponentielle. Il devait y avoir quand même une corrélation entre la densité de la population et la progression de la population électorale. Concernant les déplacements des lieux de vote d'une commune à une sous-préfecture et vice-versa, on constate que 365 lieux de vote ont été déplacés d'une sous-préfecture vers une commune et 123 lieux de vote ont été déplacés d'une commune vers une sous-préfecture sans aucune explication. Dans la région du Port, 25 lieux de vote ont été déplacés de la sous-préfecture vers la commune. À Ouragayo, commune, les lieux de vote EPC Kwakwekou 18 et EPP Kwakwekou KO, initialement dans la commune, se retrouvent dans la sous-préfecture, avec 1700 électeurs qui sont concernés. Dans l'Agnébi-Tiassa, dans la commune d'Azadié, les 4 lieux de vote que comptait la sous-préfecture ont été transférés dans la commune avec 800 électeurs concernés. Dans l'Agnébi-Tiassa toujours, dans la commune de Rubino, les 4 lieux de vote initialement installés dans la sous-préfecture ont été transférés dans la commune, avec plus de 1000 électeurs concernés. En ce qui concerne la liste électorale provisoire remise aux partis politiques, nous déplorons sa non-conformité avec les exigences du code électoral, notamment la disponibilité des données biométriques. C'est pourquoi nous estimons que la liste électorale provisoire remise aux partis politiques est incomplète. Il faudra bien rappeler que dans l'article, au terme des dispositions de l'article 7, elle a une série d'éléments qui composent la liste électorale. Et parmi ces éléments, les données biométriques sont des données essentielles. C'est tout cet ensemble qui fait la liste électorale. Donc, on nous a donné une liste électorale sans les données biométriques. C'est-à-dire qu'une partie importante de la liste électorale n'a pas été mise à la disposition donc, du public et des partis politiques. Donc, la liste est incomplète, puisque l'article 7 a décrit la liste et les compositions de la liste électorale. Au titre de la création d'une nouvelle commune sans information préalable, nous notons la commune d'Atoutou, dans le département de Jacquesville. Cette commune a été créée sans information pour le public, on ne sait pas. On sait qu'il y a une commune là-bas avec des personnes qui ont été affectées pour être élues, un électorat affecté à cette commune, mais nous ne savons jamais, n'avons jamais appris qu'une commune a été créée dans cette localité.
C'est une commune clandestine, pour ne pas dire chose. En d'autres termes, la commune d'Atoutou existe uniquement sur la liste électorale et il n'est pas exclu qu'il existe de nombreuses autres centres dans ce cas-là. Enfin, nous notons la disparition de certains lieux de vote importants sans information également. À titre d'exemple, dans la commune de Yopougon, le lieu de vote groupe scolaire Kouté 1, 2, 3 et 4 a été supprimé et en le supprimant, c'est 3714 électeurs qui ont disparu. Dans la commune de Krouyo, ils ont mis commune de Krouyo, mais nous voulons rappeler qu'au Krouyo, il n'y a pas de commune, c'est une sous-préfecture. Mais eux, dans leurs documents, ils ont mis commune de Krouyo. Alors on ne sait pas si ça suit le même traitement qu'à Toutou, qu'ils ont créé ça aussi sans nous dire. Donc, dans cette commune, dans la région de la Nawa, le lieu de vote Tipexi Ottawa, avec 1364 électeurs, a été supprimé. Dans la région de la Maraoué, dans la commune de Bonon, le lieu de vote foyer mission catholique a été supprimé avec 1089 électeurs impactés, donc qui ont disparu. Nous rappelons que c'est uniquement sur la base de la portion de la population sur laquelle nous avons travaillé, et en si peu de temps, en moins de 3 jours. En conclusion, au vu de ces résultats préliminaires qui viennent d'être présentés, nous pouvons affirmer que la liste électorale provisoire 2023 n'est ni fiable, ni exploitable, comme nous l'avons toujours dénoncé au dialogue politique. Si en si peu de temps, nous avons pu déceler autant d'anomalies et d'irrégularités, c'est donc dire qu'il existe un nombre insoupçonné d'éléments incohérents qui nécessiteront un traitement global et approfondi des données contenues dans la liste électorale provisoire. À cet égard, nous estimons qu'il est indispensable qu'une période d'une durée d'au moins 1 mois soit impartie pour le contentieux de la liste électorale provisoire. Nous n'en donnons seulement que 10 jours. Seulement 10 jours. Avec autant d'anomalies, nous pensons qu'il faut étendre cette période-là, parce que la liste, elle est grossièrement truffée d'anomalies. Il convient de faire remarquer, à titre de comparaison, que pour les mêmes opérations de contentieux de la liste électorale qui ont lieu en ce moment au Gabon, un pays africain, bien que très faiblement peuplé comparé à la Côte d'Ivoire, ils sont à 2 403 452 habitants en 2023 et nous en sommes à 28 millions. La période impartie pour le contentieux de la liste électorale est de 1 mois. Donc quand nous demandons 1 mois, ce ne sont pas des caprices, c'est lié, c'est faisable et c'est même juste. Si pour eux là-bas qui sont à peine 2 millions, ils ont donc 1 mois pour traiter ces questions-là, nous qui avons 28 millions de personnes, il faut que nous donnons plus pour y arriver. On demande au moins qu'on nous donne le même mois. C'est pourquoi nous estimons que prévoir 1 mois au lieu de 10 jours pour la période de contentieux de la liste électorale en Côte d'Ivoire, dont la population représente environ 12 fois celle du Gabon, est la chose la plus raisonnable à faire. En plus de cela, il convient de rappeler que nous sommes en pleine saison de pluie et que, justement, cette saison de pluie impacte négativement les déplacements des populations, donc rend difficile, plus compliqué, le contrôle sur la liste électorale. C'est également le lieu de liste, c'est la période des examens scolaires. Et les fiches sont fichées dans les écoles. Alors, comment nous allons aller commencer à la fois ce travail alors que les lieux d'affichage, ce sont les écoles. Donc ça justifie, ça donne encore des raisons supplémentaires à demander qu'on donne un délai d'1 mois pour le contentieux. En définitive, nous insistons sur la nécessité impérieuse d'un audit indépendant de la liste électorale de la Côte d'Ivoire afin de garantir l'organisation d'élections justes, transparentes et apaisées, gage de paix, de stabilité et de cohésion dans notre pays. Je vous remercie.
Ok. Bien, vous venez d'écouter la déclaration liminaire à cette conférence de presse. Maintenant, nous abordons la session des questions et des réponses. Donc, vous avez la latitude de poser toutes sortes de questions que vous voulez. Ok, chers confrères, on va passer à la deuxième phase, la série de questions. On va procéder par 5 questions par série. Okay. Vous présentez. Bonjour, Marine Janin, RFI. Puisque la conférence de presse est conjointe, je voulais vous demander de faire un peu un bilan à mi-parcours de l'alliance entre le PDCI, le PPACI, des listes communes, etc. Et les conséquences que vont avoir vos revendications dessus. La prochaine. Ok. Marine Janin de RFI. Je voulais vous demander, comme la conférence de presse est conjointe, de faire un premier bilan à mi-parcours de l'alliance PPACI-PDCI et les conséquences que vont avoir vos revendications sur le contentieux, sur votre stratégie électorale. Seulement, ce que j'ai entendu, c'est seulement un bilan. Vous demandez de faire un bilan de est-ce quoi? que vous pouvez faire un bilan à mi-parcours de l'alliance PDCI, PPACI, voilà. Je suis Lamine Koulibaly du quotidien Génération Nouvelle. Messieurs les conférenciers, vous avez énuméré beaucoup de griefs contre la liste électorale, notamment contre la commission en charge de l'organisation des élections. Et vous demandez également la tenue d'audit indépendant. Si d'aventure vous n'arrivez pas à obtenir tout ce que vous demandez, quelle est la décision que vous allez prendre? Vu que vous jugez la liste électorale non conforme qui ne peut pas garantir l'équité de l'élection, est-ce qu'on pourrait envisager un retrait de l'opposition de ces élections? Bonjour, je suis... Je vous salue, Elvis Gouza, je bosse pour l'Infodrome. C'est pour rebondir un peu sur la préoccupation de mon prédécesseur. J'aimerais savoir, aujourd'hui, vous plaidez, au lieu de 10 jours, vous voulez 1 mois. Pour, selon vous, bien réviser, bien étudier, vérifier si la liste électorale est fiable ou pas. Ma préoccupation, je la pose maintenant. 1 mois. Est-ce que cela n'aura pas d'incidence sur le calendrier électoral? 1 mois, si on vous l'accorde, est-ce que l'élection sera décalée? 1 mois, qu'est-ce qui va se passer après? Voilà ma préoccupation. Une autre personne? Ok. Bonsoir, Arnold Didier, journaliste. Je voudrais savoir, est-ce que le retrait, sinon l'absence de certains candidats de la liste électorale, tels que M. Laurent Gbagbo, n'est plus d'actualité? Parce que on ne vous a pas entendu évoquer cet aspect-là. Merci à la conférencière. Je pense qu'on va d'abord essayer de répondre à la première série de questions. On va enregistrer 4 questions. Bien, je vous remercie. Nous avons 4 questions. Nous allons essayer de répondre. Je dois vous signaler que tout le bureau que vous voyez là est également à votre disposition pour apporter des réponses à vos préoccupations. S'agissant de la première question posée par RFI, le premier bilan à mi-parcours de l'Alliance, je crois que nous avons dit, le premier communiqué conjoint qui fait mention de l'appel des 2 présidents date du 30 mai. Donc, je voudrais ici, à ce stade, citer
une citation du président Laurent Gbagbo qui a dit que la démarche s'affine en chemin. Nous sommes en chemin et nous allons prendre le temps de, si vous voulez, d'affiner notre marche par les détails. C'est ce que je peux vous dire à ce stade. Mais ce qui est certain, l'Alliance, nous avons demandé de façon spécifique à ce que nos équipes électorales travaillent en étroite collaboration et c'est ce que nous faisons en ce moment. Voilà ce que je peux répondre pour cette question. Et le ministre Kone Katina va compléter là-dessus. Oui, pour vous dire vrai, pour nous sommes à mi-parcours, l'Alliance se porte bien et elle marche bien. Nous avons deux exemples. Le PDC-RDA s'est réuni et au cours de l'une de ses assises a dénoncé et condamné et a même demandé la réintégration du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ça, c'est une preuve d'une collaboration parfaite qui a été complétée par le communiqué qui a été fait de façon conjointe. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'animer une conférence conjointe et donc nous pouvons dire qu'au stade où nous en sommes aujourd'hui, l'Alliance marche bien. Pour la seconde question, beaucoup de griefs ont été énoncés lors de cette présentation. Nous demandons un outil indépendant. Est-ce que en cas d'insatisfaction ou de fin de non-recevoir, nous envisageons de nous retirer du processus? Je peux dire que non. Nous sommes optimistes. Nous sommes engagés dans un processus démocratique. Nous croyons aux vertus du dialogue. Nous avons eu plusieurs phases. Nous en sommes à 5 en ce qui concerne le dialogue politique. Et ce sont des éléments que nous avons maintes fois présentés lors du dialogue politique. Et également, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo sont de façon irréversible engagés pour la réconciliation nationale. Donc, ils ne ménageront aucun effort, c'est que cette réconciliation, qui est un élément vital pour la cohésion nationale, pour le retour de la Côte d'Ivoire à la paix durable et à la stabilité, cette réconciliation nationale-là devient une réalité. Donc, cela exclut des attitudes comme genre, parce qu'on n'a pas eu ce qu'on veut, on se retire. Non. Nous disons que c'est un processus et nous allons toujours remettre sur le métier ces revendications, ces éléments qui sont vraiment nécessaires. Et cela tombe vraiment sous le sens de l'évidence. Mais comme nous avons là nos aînés qui vont pouvoir élaborer là-dessus. Le doyen, le président Aswad. Merci. Cette question nous amène à dire que ce que nous demandons, c'est une compétition électorale transparente et juste pour les Ivoiriens. Une compétition politique transparente. Ça participe, on chante ça ici tous les jours, de la cohésion sociale, de la paix sociale, mais nous remarquons que dans beaucoup de pays d'Afrique, les conflits arrivent lorsque les élections sont mal organisées. C'est pourquoi, après avoir examiné près de 1 million d'électeurs sur la liste, qui comporte 8 millions, nous avons jugé utile d'attirer l'attention dès maintenant du gouvernement et de la CEI que cette liste électorale est truffée d'erreurs, est truffée
de tout ce qu'il ne faut pas, ou bien de tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des protestations. On préfère protester dès maintenant pour qu'on se mette au travail et purger de cette liste tout ce qu'il ne faut pas. C'est l'objectif. Je crois que, professeur Nyamke, vous pouvez élaborer sur la troisième question. Ils ont dit, on demande un mois au lieu de 10 jours. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de décalage du calendrier électoral? Le calendrier électoral a déjà été décalé, puisque dans la périodicité normale, le calendrier devait nous conduire en octobre. Or, il a été avancé en septembre, ce qui signifie que le décalage est possible. Juste ajouter que on ne va pas être limité par le temps et parce que on nous impose un temps qu'on va accepter d'inacceptable. Ça nous paraît quand même logique. Le professeur l'a dit, c'était le mois d'octobre. Pour des contingents qui leur sont propres, ils ont décidé de nous ramener ça en septembre. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont ramené en septembre pour gérer eux des contraintes qui sont à leur niveau que nous allons nous débarrasser de notre droit et de qui nous appartient et qui consiste à exiger et à obtenir la meilleure liste possible. Ça, c'est le droit de chaque parti politique. Et donc, nous exerçons notre droit. Le reste, là, vraiment, ce n'est pas le souci, ce n'est pas notre souci. Notre souci premier est de revendiquer et d'obtenir ce que nous cherchons pour la paix en Côte d'Ivoire. Non. Je ne vois pas le lien entre le fait que nous demandons l'extension du délai du traitement de contentieux avec la radiation, ou du moins l'abandon de notre bataille en ce qui concerne la radiation du président Laurent Gbagbo. Pour ce qui concerne le PPAC, notre position est claire. Pour nous, et je pense que nos amis du PDCI l'ont dit dans leur déclaration, une injustice, on ne la laisse pas. Une injustice, on la répare, on se bat pour la réparer. Et nous pensons même, quand nous en avons dit un mois, ça nous donne encore plus de temps d'améliorer et de bien élaborer nos instruments de lutte pour corriger ce qui est inacceptable. Donc, ce n'est pas parce que nous allons demander une extension d'un mois que du coup nous devrions abandonner cette question. Non et non, c'est une question existentielle pour nous, c'est une question essentielle pour nous et nous sommes intransigeants, nous l'avons déjà dit et nous continuons de le dire, nous sommes intransigeants sur cette question-là. Donc le délai n'a rien à voir avec. Quand on nous donne un jour, on va se battre pour ça. Tu nous donnes un mois, on va se battre pour ça. La première série de questions a été épuisée, donc à vous, le maître de cérémonie. Avec votre permission, chers confrères, on va passer à la deuxième série de questions. Sûrement, ce sera peut-être la dernière. Jérôme de Nouveau Réveil. Bonjour, monsieur le monsieur. Je suis Jérôme Dri pour le quotidien Le Nouveau Réveil. J'ai deux préoccupations. Première préoccupation, je vais à votre conclusion. Vous avez indiqué dans votre conclusion que vous demandez un outil de la liste électorale. Pour ce que je sais, ce n'est pas nouveau. En 2020, vous avez demandé au sein d'une coalition, demandé l'outil de la liste électorale, ça n'a pas été fait. Vous n'avez rien fait. Vous êtes retiré de l'élection présidentielle et ça n'a rien donné. Pour ces élections locales, que comptez-vous faire concrètement? Qu'est-ce que l'on doit retenir? Que comptez-vous faire concrètement? Quand vous demandez encore l'outil de la liste électorale, ce qui a été demandé par le passé. Deuxième préoccupation, ce week-end a été marqué par l'installation des candidats, ou du moins la présentation des candidats du RATP. Au cours de ces présentations,
des cadres du RDP ont eu à tenir des propos. Je vais m'attarder sur les propos du DG du Trésor, indiqué, je cite, que si les populations ne votent pas les candidats du RDP, que ces populations s'apprêtent à chercher eux-mêmes leurs moyens pour construire leur école et leur route. Vous, que répondez-vous à ces propos du DG, à Saoré, DG, je précise, du Trésor public de Côte d'Ivoire? Merci, messieurs les conférenciers. Alors, je suis Éric Goré, voilà, journaliste à la RTI. Alors, ce que je vais savoir n'est pas forcément relatif à cette conférence, mais c'est relatif aux élections. On sait que vous êtes alliés pendant que certaines régions de la Côte d'Ivoire ont présenté des candidats. Je vais te parler des listes qui ont été publiées. Jusqu'à présent, à Yopougon, on sait que Michel Babo sera donc opposé à Diaoufoué, comme dans certaines régions, même communes. Vous, par exemple, M. Kone Katina, qui est donc opposé à Port-Boué, ou Dr Emou, qui est PDCI. Alors, quel est donc, à quoi on doit s'attendre? Est-ce que, malgré cette alliance, vous irez comme ça aux élections, ou bien il y a des compromis donc, qui sont pris? Merci. Question. Monsieur le conférencier, je pense que tout pour cette deuxième série. Deux questions, enfin 3 questions dans cette deuxième série. Donc, le ministre Katina va commencer par répondre. Sur l'audit. Alors, l'audit, c'est vrai que c'est une question qui est récurrente, mais quand il y a une question qui est récurrente, c'est qu'elle est réelle. C'est qu'elle est réelle, qu'elle se pose de façon réelle et il faut lui donner une réponse. Ce n'est pas parce que d'en face de nous, ils font comme s'ils n'entendent pas que nous n'allons pas continuer de crier. Nous allons nous donner les moyens. Parce que ce petit travail que nous venons de faire nous démontre à notre niveau, nous à notre niveau déjà, l'ampleur des anomalies dans la liste. Ça, je veux dire, pour des personnes qui se disent démocrates et qui sont à la recherche de la paix sociale, il n'y a pas de raison. Si quand est que nous tous nous cherchons cette paix sociale-là, que nos positions ne convergent pas sur ce point-là. Donc nous allons continuer de leur demander. Et rassurez-vous, nous sommes en train de réfléchir pour voir quel mécanisme nous allons mettre en place pour pouvoir y mettre pour que la pression soit encore plus forte et qu'on arrive à ce que nous voulons. Parce que ça ne sert à rien d'aller à des élections lorsque manifestement vous trouvez en face de vous une liste électorale qui est taillée sur mesure pour faire avancer un adversaire, un camp. Nous, notre rôle, c'est de nous battre. Et nous allons nous battre sur cette question-là et nous donner les moyens pour attirer l'attention du monde, de la communauté nationale et internationale, que la Côte d'Ivoire continue de courir un risque certain en gardant de telles anomalies dans sa liste électorale. L'audit, c'est rien du tout. C'est pour venir dire, est-ce que, d'ailleurs, nous disons des choses, peut-être qu'ils contestent. L'audit là-bas va nous dire si c'est nous qui disons faux ou c'est eux qui disent faux. Donc ça, logiquement, on devrait s'entendre là-dessus. Et nous allons continuer à mettre la pression là-dessus. Voilà un peu ce que je voulais dire. Bon, les propos du DG du Trésor, bon, tout à l'heure répondre, mais il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul. Parce que, regardez très bien, nos amis d'en face, toutes les campagnes, c'est le programme du gouvernement, c'est-à-dire notre argent public. Quand quelqu'un dit je vais construire une piscine olympique à Yopougon, mais dans la réalité, dans le programme de notre argent public, là, le programme du gouvernement, dans l'emploi, le programme de l'emploi du ministère chargé de la jeunesse et de l'emploi, ils ont prévu dedans, ils ont déjà le financement, qu'ils veulent construire une piscine olympique à Yopougon. Mais ça veut dire que n'importe qui vient, si c'est
PDCI, le PPACI qui vient à Yopougon, mais la piscine là, elle est construite. Mais celui qui fait campagne là-bas pour le compte RNGT aujourd'hui, il fait croire que c'est lui qui va construire. Donc je veux dire, bon, ça la mauvaise foi, on ne peut rien tirer de... Donc ce n'est pas lui, mais c'est pas lui seul, hein. C'est que c'est un état d'esprit qu'ils ont et qu'ils expriment. C'est une façon d'effrayer, ou du moins c'est une mauvaise façon de s'amuser d'ailleurs, hein. Mais c'est comme ça, eux ils pensent qu'il faut mener la campagne pour arriver à cette fin-là. Bien sûr, j'approuve parfaitement ce qu'a dit le ministre Koni Katina, mais au-delà de ça, ce qu'il a dit, il a dit exactement, bon, c'est la phrase centrale, que si vous ne votez pas nos candidats, vous allez vous-même chercher les moyens pour construire vos routes et vos écoles. Voilà ce qu'il a dit. Mais c'est grave. C'est grave parce que ces propos émanent du plus grand argentier de Côte d'Ivoire. C'est monsieur le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. C'est une manifestation d'un conflit d'intérêts. En d'autres termes, on dirait même que c'est un délit d'initié. Et puis, il s'agit d'un chantage odieux à la dignité humaine. Vous avez devant des populations, il a dit, si vous ne votez pas nos candidats, vous allez vous-même chercher les moyens pour construire vos routes et vos écoles. C'est quand même grave, c'est scandaleux. Pourquoi on puisse relever ça? Du reste, le groupe parlementaire du PDCI à l'Assemblée nationale et au Sénat ont fait une déclaration pour fustiger ces genres de propos irresponsables. C'est aussi une violation flagrante des codes d'éthique et de déontologie auxquels sont soumis tous les grands commis de l'État. Alors, nous, en plus de ces actions-là, puisque cet argent dont il parle, c'est l'argent du contribuable ivoirien, c'est aussi l'argent du contribuable des pays donateurs. Alors que nous savons très bien que l'état de droit, c'est la chose la plus centrale en ce qui concerne la gestion publique dans une démocratie qui se respecte. Et c'est le cas dans ces pays donateurs. Nous allons donc interpeller nos partenaires au développement pour marquer du doigt cette violation des principes, parce qu'il s'agit d'une discrimination inacceptable qui viole beaucoup de conventions internationales, notamment le pacte international pour les droits civils et politiques. Parce que c'est priver les populations de leurs droits. C'est, comment ça s'appelle, les induire en erreur en faisant croire qu'ils sont obligés de voter tel pour pouvoir avoir le bénéfice des investissements publics qui sont votés par l'Assemblée. Donc, c'est nous donne l'occasion de nous prononcer et de protester avec la dernière énergie contre cette dérive autoritaire qui, du reste, est la marque de fabrique de ces régimes. Et nous devons continuer de les dénoncer pour arrêter cette hémorragie des déficits démocratiques dont nous sommes tous victimes. Voilà, je vous remercie. Voici ce que j'ai à dire par rapport à ça. Choix des candidats, professeur Nyamke, ou bien professeur Didier, vous pouvez... Écoutez, je suis à l'aise, puisque moi-même je suis concerné, moi je vais interpeller, personne ne va parler à ma place, moi-même je vais répondre. Nous sommes dans une alliance, chaque parti a présenté ses candidats, et nous sommes en pleine discussion pour choisir les meilleurs parmi les propositions qui vont nous permettre à l'alliance de gagner. Donc rassurez-vous, sur ce point-là, il n'y a pas n'ayez pas, et cela ne remet en rien du tout notre alliance. Chacun a fait ses propositions et des responsables, donc ceux qui sont ici, se réunissent et regardent quel est le meilleur profil qui peut nous faire gagner.
Et donc, quand je dis nous, c'est à la fois le PDCI et le PPACI. Donc, sur ce point-là, il n'y a vraiment pas de raison à ce que vous croyez que c'est le fait que nous ayons diffusé et publié la liste des candidats que, du coup, cela bloque notre alliance. Non, au contraire. Puisque nous allons choisir, il s'agit de choisir les meilleurs pour nous faire gagner notre coalition, notre alliance. Bien. Je crois qu'on a épuisé également la deuxième série de questions. Chers confrères, une dernière question. Monsieur le conseiller, si vous permettez, une dernière question, puis on vous permet de faire des conclusions. Bonsoir, je suis Eddy Bibi du journal L'Inter. Le porte-parole du PPAC a dit tout à l'heure que pour le choix des candidats, le groupe paritaire regarde le meilleur profil. Alors ma question c'est, quels sont les critères dans le choix du meilleur profil? Mais pourquoi vous voulez qu'on vous déclare nos secrets? On dit on choisit les meilleurs guerriers et vous voulez qu'on vous donne déjà les critères de nos meilleurs guerriers pour que vous vendez les autres aient ça. Non, ça c'est secret, c'est en interne. Quand on va faire sortir la liste, c'est que ce sera la liste à partir des critères secrets que nous avons arrêtés et ceux que nous avons choisis seront nos meilleurs. Donc on ne peut pas vous dévoiler en conférence publique nos secrets quand même. Monsieur le ministre de Katina, vous avez le micro, gardez le micro pour vos derniers mots et après passer le micro au ministre Obaïsou et après lui, le président Nyamke, Kofi, va faire la clôture. Non. Est-ce un journaliste? Ah. Non. Ça c'est conférence de presse. Voilà. Merci. Bon. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs les journalistes, bon, nous vous avons appelé pour vous parler d'une question qui est essentielle. Quand on connaît l'histoire de notre pays, les questions électorales, chacun doit y mettre du sien. Cela est extrêmement important. Or, le processus électoral, le cœur du processus électoral, c'est bien le listing électoral. S'il est faussé, c'est-à-dire que c'est tout le processus qui prend un coup. Or, avec ce que nous venons de voir, il n'y a pas de doute à se faire que ce listing électoral, au minimum, a fait l'objet de manipulation. Au moins, je dis, on ne pourrait pas dire autre chose. Parce que ne serait-ce qu'à regarder la différenciation, de regarder la variation entre comment on appelle, la croissance de la population électorale dans certaines régions comparée à d'autres, qui elle-même, cette croissance est en déphasage avec la densité de la population nationale, telle que nous la connaissons, ou la densité par région, on ne peut pas nous dire que cela relève du hasard. Il y a très peu de chances que les hasards tombent sur des chiffres mathématiques aussi corrects et aussi orientés dans une direction pour servir une cause. Dans ces conditions-là, ce qui nous reste, nos deux partis, c'est nous entendons nous battre et avec les Ivoiriens, interpréter les Ivoiriens qu'il s'agit d'une bataille. Nous, c'est le PDC et le PPAC qui parlent, mais ça concerne la Côte d'Ivoire. Ça concerne la Côte d'Ivoire, la paix sociale. Et nous interpellons la CEI parce que c'est sa première responsabilité. C'est sa première responsabilité. Et nos deux partis entendent se battre pour obtenir les meilleures conditions d'organisation de ces élections, à commencer par un listing au moins acceptable. Parce que les grossièretés que nous venons de lire là ne rendent pas hommage à la Côte d'Ivoire. Au contraire. Merci. Merci. Je voulais à mon tour remercier
la presse pour sa présence nombreuse et de qualité. Nous osons espérer que les éléments que nous avons présentés, vous trouverez l'intérêt et pour pouvoir relayer cela, parce qu'il s'agit en fait d'attirer l'attention du public national et international sur les dangers qui sont liés à une élection. Moi, je suis diplomate du carrière des Nations Unies. 70% de l'agenda du Conseil de sécurité qui est en charge de questions de paix et de sécurité dans le monde, 70% de son agenda est consacré à l'Afrique, sur les situations de conflit. Et les situations de conflit en Afrique, 90% sont liées, c'est des violences liées aux élections. Donc, c'est une responsabilité de la communauté internationale. Alors, c'est pourquoi nous pensons et nous espérons que vous allez relayer ces informations. C'est une anomalie préliminaire dont nous avons fait état, c'est important. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Nous pouvons parler également du problème du découpage électoral. C'est très lié. C'est lié parce que vous voyez les disparités. Dans le Nord, par exemple, il y a 67 communes pour un total de 500 000, 400 000 électeurs. Alors que pour Abidjan, simplement, Abidjan qui a 2,5 millions électeurs, n'a que 56 communes. Oui, c'est le chiffre. Ce sont les choses comme ça que nous demandons. Au dialogue politique, qu'est-ce que nous avons dit sur cette question? Qu'il faut qu'il y ait un rééquilibrage en se fondant sur une clé de répartition assez objective, tout en conservant les acquis. On n'a pas dit de diminuer les communes du Nord, mais qu'on le fasse, une répartition, disons, au prorata d'un certain nombre de populations. Ce qui s'est fait partout sont les standards internationaux. On n'a pas eu que les causes, mais nous continuons de demander. Alors donc, nous disons l'audit de la liste internationale, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, nous osons espérer que la communication va porter et que tout le monde se mobilisera pour pouvoir aider la Côte d'Ivoire à faire l'économie d'une autre crise. Alors notre alliance se porte bien et nous entendons communiquer régulièrement de façon conjointe sur tous les autres sujets d'intérêt commun qui sont en rapport avec la vie politique en Côte d'Ivoire je vais terminer sur ça, nous sommes dans un déficit démocratique chronique et ça doit s'arrêter. Voilà, je voulais vous remercier sur ce thème-là. Merci pour votre attention. Professeur Diamité, un mot de fin. Merci. Je voudrais dire merci à toute la presse nationale et internationale. Merci à tous ceux qui ont posé des questions qui ont permis d'apporter les éclaircissements nécessaires aux interrogations que les uns et les autres peuvent avoir. Nous devons dire à chacun et à tous que ce que nous faisons, c'est un travail pour consolider la paix dans notre pays. Consolider la paix par la démocratie et la justice. C'est cela l'objectif que nous poursuivons. Vous savez que ce pays connaît des problèmes depuis près de 20 ans parce que chaque fois qu'il y a eu des élections, nous avons basculé dans la violence et les déchirures du tissu social.
Nous voulons faire en sorte que désormais, une élection soit l'occasion de permettre aux populations de choisir leurs gouvernants librement. Nous ne voulons pas que les choix soient manipulés et portent atteinte à la sincérité des scrutins que nous avons à faire. Nous vous remercions de répercuter ce message. Nous ne sommes pas venus principalement pour critiquer, mais pour relever des anomalies afin que le contentieux serve à les rectifier. Parce que l'objectif du contentieux, c'est la vérification de la liste électorale provisoire afin que l'on puisse déceler les anomalies et les corriger. Ça ne doit pas seulement rester au niveau des individus. On a pensé pendant longtemps que le contentieux consistait en la simple réclamation individuelle. Je vais voir sur la liste, est-ce que mon nom est sur la liste? Est-ce que mon nom est bien inscrit? Ça ne se limite pas à ça. Aujourd'hui, nous voulons aller au-delà de cette pratique qui masque la forêt des difficultés qui sont contenues dans la liste électorale. Je voudrais donc dire merci. Merci aux conférenciers. Merci à tous les responsables de nos deux partis ici réunis qui sont venus nous assister aussi. Et je voudrais, avec la permission de chacun d'entre vous, dire que la séance est terminée et donc elle est levée. Je vous remercie. Ok, merci. Quand vous finissez d'écouter nos leaders, nous sommes d'accord, nous convenons ensemble qu'ils sont préparés. Que tous ceux qui viennent avec des cautions en bande de cons sont presque des journalistes envoyés, qui ont pour seul objectif, je répète encore, sonder les partis d'opposition s'ils vont boycotter les élections ou pas. En 2020, ils ont boycotté les élections. Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a absolument rien donné. En 2026, il y aura les élections. Ils ne vont pas boycotter les élections. Mais le président Babo sera aux élections. Le président Bédié sera aux élections. Dramane Ouattara reste à savoir. Reste à savoir parce qu'il a fait déjà un troisième mandat illégal. Est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire va laisser Alassane Ouattara faire un quatrième mandat illégal? Reste à savoir. Les diseurs du droit de la Côte d'Ivoire ont-ils oublié que M. Dramane Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat ni un quatrième mandat de la République? Voici des personnes qui vous parlent de la troisième République. Et pourtant, rien ne change. Quand on quitte de la première République à la deuxième, c'est parce que tout change. Et ce qui s'est passé à la première République, on l'oublie. On entre dans une nouvelle République. Et la deuxième République, là, c'est avec des nouveaux codes. Donc tout ce qui est passé là-bas est oublié. La deuxième République, la troisième République arrive. La troisième République donne à Alassane Ouattara le droit de pouvoir faire un deuxième mandat. Et ça ne donne pas le droit à Alassane Ouattara d'oublier tout ce qui s'est passé à l'ancienne République. Donc Ouattara, lui, la troisième République, lui a conféré tous les droits. Et surtout, le droit de faire un troisième mandat. Mais cette troisième République-là ne tourne pas la page à tout ce qui s'est passé en 2010. Malgré la troisième République, le président Laurent Gbagbo continue toujours à payer ce qui s'est passé pour la deuxième République. Vous voyez comment c'est contradictoire? Il ne peut pas avoir une troisième République qui n'a que pour seul avantage ceux qui sont au pouvoir et les inconvénients pour les autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de troisième République. Nous sommes toujours dans la deuxième République. Et nous, ça ne nous dérange pas. Parce que nous avons été jugés. Et nous sommes innocents. Nous avons été acquittés. Blanchis de tout, la CPI a dit que l'homme que vous m'avez envoyé ici, nous ne reconnaissons pas qu'il a fait toutes ces choses pour lesquelles il est accusé. Vous avez envoyé beaucoup de témoins et les témoins là n'ont pas été capables de nous prouver que bien évidemment, monsieur l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, est responsable de ce qu'on l'accuse. La CPI a donc avec une seule solution, c'est de libérer le monsieur qui est innocent. Et voilà pourquoi l'innocent doit retrouver le fauteuil présidentiel. Parce que c'est une injustice. Entre-temps, quelqu'un a pris le pouvoir et il a fait tout ce qu'il avait à faire.
pour empêcher Laurent Gbagbo de rentrer au pays. Parce que pour lui, le président, quand il allait là-bas, n'allait jamais revenir. La CPI, mais c'était la fin du monde pour Gbagbo. Vu l'âge que le président avait qu'il partait là-bas, tout le monde se disait à cette âge-là, c'est sûr qu'il sera impossible pour le président de revenir. Le président est là. Il est revenu. Et il est plus fort que jamais. Jeune et déterminé. Il se tient debout pendant les heures, il tient des conférences. Qui est neuf, mais c'est ça qui est là. Et il est petit frère de M. Dramane Ouattara. Donc il a encore plus de temps à vivre sur terre que ce président-là. Donc, aujourd'hui, force est de constater que ceux qui viennent poser des questions pour savoir s'il y aura boycott des élections, s'il y aura manifestation, ils sont forcément là pour travailler à la solde de l'État. Ils veulent savoir la pensée réelle de l'opposition, mais vous n'en saurez rien. Et Alassane Ouattara n'aura aucun programme de facilitation. Si l'opposition va manifester, il va voir. Si l'opposition va boycotter, il va voir. Mais il n'aura pas ces informations-là avant. Donc, quand vous venez poser la question, arrêtez d'insister. Mais l'opposition va l'obliger à partir sur la table de négociation. Ouattara ira sur la table de négociation. Il n'a pas le choix. Il ira sur la table de négociation. Il n'a qu'à préparer KKB. Il n'a qu'à préparer n'importe qui comme son opposant en 2025. Que M. Ouattara sache une chose. En 2025, il va quitter le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat. La team, pour ceux qui ont écouté l'intégralité de la conférence de nos deux partis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Partagez massivement nos vidéos pour informer la toile, éveiller les consciences. Car nous sommes une jeunesse consciente. En 2023, nous voulons un changement radical pour notre continent africain. Sur ce, restez connectés.